Les gouvernements occidentaux voient enfin une opportunité parfaite de se débarrasser de Kadhafi. Dans un courriel de Hillary Clinton ayant coulé sur Wikileaks, on apprend que dès février 2011, les services de renseignement français sont entrés en contact avec les rebelles libyens afin de leur remettre de l'argent ainsi que des directives pour fonder un nouveau gouvernement appelé le Conseil national de transition, ou CNT. Au nom du président Sarkozy lui-même, les agents français garantissent aux rebelles que la France reconnaîtra le CNT dès sa création comme gouvernement légitime de la Libye. On suggère aussi que les Britanniques feront pareil. Et en échange d'un tel cadeau monumental de la part de la France, Paris demande seulement une chose, que ce nouveau gouvernement libyen favorise les intérêts des firmes françaises dans l'octroi des contrats après la Révolution, particulièrement dans le secteur pétrolier. Le 27 février 2011, les rebelles annoncent officiellement la création du CNT avec l'appui secret de la France. En seulement quelques jours, les manifestants dans l'est du pays se transforment en véritables forces armées alors qu'ils menacent ouvertement de marcher sur la capitale. Pour la surprise des puissances occidentales, malgré les manifestations, le public libyen reste largement fidèle à Kadhafi. Ainsi, les rebelles sont facilement vaincus par le gouvernement et forcés de fuir jusque dans l'Est, à Benghazi. Fort de sa victoire, Kadhafi promet de se battre jusqu'au bout et de fouiller Benghazi, rue par rue, maison par maison. Les rebelles sont encerclés, les forces du gouvernement approchent et la défaite du CNT semble alors inévitable. C'est à ce moment précis que les rebelles envoient un ultime appel à l'aide. Un courriel de Hillary Clinton nous révèle que le 14 mars, les rebelles contactent à nouveau les renseignements français afin d'implorer la France et le Royaume-Uni de bombarder l'armée de Kadhafi. Avec l'étau qui se resserre autour des forces rebelles, ils estiment que c'est la seule manière d'éviter la défaite. Secrètement, Sarkozy accepte de mobiliser une intervention militaire. Toujours grâce au courriel de Hillary Clinton, nous apprenons des éléments tout aussi controversés que fascinants quant au calcul stratégique de la France vis-à-vis de la Libye. On apprend que tout juste après le début du mouvement de manifestation, les services de renseignement français ont découvert l'existence d'une énorme réserve de 143 tonnes d'or accumulée par Kadhafi afin de créer une nouvelle monnaie pour le continent africain. On affirme que c'est notamment ce plan de monnaie commune qui a poussé la France à intervenir en Libye. En fait, on y décrit les intérêts stratégiques de la France en termes extrêmement clairs. 1. S'approprier une plus grande part du pétrole libyen. 2. Augmenter l'influence française en Afrique du Nord. 3. Améliorer la posture politique de Sarkozy. 4. Donner une chance à l'armée française de réaffirmer sa position à travers le monde. Et 5. Contrer les plans de Kadhafi de remplacer la France comme puissance dominante en Afrique francophone. Avec tous ces intérêts fondamentaux en tête, Sarkozy consulte les États-Unis, le Royaume-Uni, et ensemble, ils conviennent que l'heure de Kadhafi est enfin arrivée. Secrètement, le président Obama ordonne à la CIA d'infiltrer la Libye afin de mener des opérations clandestines en appui aux rebelles. En quelques jours, les forces spéciales françaises, américaines et britanniques arrivent par douzaines. Le Qatar en déploie littéralement des centaines, alors que la chaîne Al Jazeera, contrôlée par le gouvernement, affirme faussement que les avions de Kadhafi bombardent les civils par centaines. Parmi les infiltrés, un agent de la CIA, un certain général Haftar, rentre comme par hasard en Libye après plus de 20 ans aux États-Unis. Ce n'est plus une révolution, c'est une intervention. Le 17 mars, citant les mensonges de la chaîne Al Jazeera et la responsabilité de protéger les civils, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise les avions de l'OTAN à instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye, ou no-fly zone, pour clouer les avions libyens au sol. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. Rapidement, il devient clair que les avions de l'OTAN font beaucoup plus que patrouiller. Ils bombardent. Certains dénoncent la manipulation de l'ONU. Lorsqu'ils apprennent qu'un bombardement contre Kadhafi est imminent, des milliers de Libyens se rassemblent autour de lui pour former un bouclier humain. Peu importe. Dès le lendemain, les forces de l'OTAN bombardent le site en question et d'innombrables civils sont tués. Immédiatement, la Ligue arabe condamne le bombardement des civils par l'OTAN et convoque une réunion d'urgence. Il déclare alors: ce qui se passe en Libye diffère de l'objectif d'une zone d'exclusion aérienne et ce que nous voulons, c'est la protection des civils et non le bombardement de plus de civils.
Non seulement Kadhafi survit à l'attaque, mais il émerge encore plus populaire et jure de mourir comme un martyr. Pendant ce temps, mené par l'homme de Washington, le fameux général Haftar, les forces rebelles connaissent un échec après l'autre et une fois de plus, la rébellion semble au bord de l'effondrement. Ainsi, pour que l'OTAN continue à les appuyer, les rebelles du CNT font secrètement une offre à la France, une offre complètement désespérée. En échange de bombardements contre Kadhafi, ils promettent à Paris 35% du pétrole libyen. Marché conclu. Les bombardements de la coalition s'intensifient. Kadhafi se retrouve sur la défensive. La victoire est si proche que les chefs occidentaux peuvent presque y goûter. En fait, grâce à Wikileaks, on apprend que dès le mois d'avril, les supposés vols humanitaires français servent secrètement à transporter les chefs des grandes firmes françaises comme la pétrolière Total, afin qu'ils puissent négocier des contrats avec les rebelles. Bon, malgré la pression, Kadhafi reste bien en place. Le 1er juillet 2011, au milieu des bombardements, des centaines de milliers de Libyens se réunissent dans la capitale pour demander la fin des bombardements et manifester leur appui à Kadhafi. Bon, les bombardements continuent. Avec ses officiers les plus fidèles, le chef libyen se replie alors dans sa ville natale et se prépare pour ce qui semble de plus en plus inévitable. Les grandes puissances peuvent à peine contenir leur excitation. Au beau milieu de la guerre, Nicolas Sarkozy et David Cameron visitent les rebelles libyens, alors que Sarkozy en profite pour leur rappeler la promesse pour